Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, 4 bébés périssent à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Un court-circuit au département pédiatrie selon des sources sur place. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr s'est rendu sur les lieux. Levée du mot d'ordre de grève des chauffeurs d'hydrocarbures, décision prise à l'issue de leur rencontre avec le ministère du pétrole et des énergies. Gora Khouma, le secrétaire général des routiers du Sénégal, nous en dit plus dans cette édition. Ndogu pour tous, c'est le mot d'ordre des bénévoles qui sillonnent les rues de la capitale en ce mois béni au bonheur des retardataires. Enfin, votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine, qui reparle ce soir de l'affaire des faux médicaments. Bienvenue à tous. Catastrophe, 4 bébés perdent la vie à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Un incendie s'est déclaré aux alentours de 9 heures au département de pédiatrie. Un court-circuit en est à l'origine. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est rendu sur les lieux pour témoigner sa solidarité aux familles éplorées. Abdoulaye Diouf Sarr, que je vous propose d'écouter. Nous avons effectivement à nous déplacer ici à Linguère pour venir effectivement partager la douleur avec les familles qui aujourd'hui ont perdu leur bébé lors de l'incendie qui s'est déclaré ce matin ici à l'hôpital. Vous comprendrez que c'est avec beaucoup de peine que je vais m'adresser à vous. C'est pourquoi je ne pourrai pas être, long. Je vais simplement dire que nous partageons la douleur de ces mamans qui, dans une très grande dignité, la dignité dans la douleur, nous ont parlé et j'aimerais leur apporter le soutien de Monsieur le Président de la République, mais aussi le soutien du gouvernement et du peuple sénégalais tout entier parce que c'est extrêmement douloureux. Mais ce qu'il faut effectivement noter, c'est que nous avons vu 3 mamans qui, dans la très grande dignité, nous ont parlé dans une croyance extraordinaire. Et aujourd'hui, fondamentalement, nous sommes venus leur apporter notre soutien. Je ne pourrais pas être bavard parce que vous comprenez avec moi que la situation ne s'y est pas. Nous voulons simplement leur dire que le gouvernement sera à leur côté pour leur apporter tout le soutien nécessaire. La Covid-19 aussi a fait 2 morts ce jour, 60 nouvelles contaminations sur un total de 1638 tests effectués. 9 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 29 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Bonne nouvelle, le mot d'ordre de grève des chauffeurs d'hydrocarbures est levé. C'est la principale information ressortie des négociations entre les chauffeurs d'hydrocarbures et les représentants du ministère du pétrole et des énergies. Les deux parties envisagent de se rencontrer le mercredi 28 avril pour discuter de la convention collective du secteur des hydrocarbures et du pétrole. Voici Gora Khouma, le secrétaire général des routiers du Sénégal. Nous avons fini la négociation d'aujourd'hui. Que le secrétaire général s'est prononcé sur les avancées, des acquis, surtout le recensement des entreprises que nous avons jugées qu'il y a des manquements et que les entreprises qui ont commencé de donner des acquis, mais ces acquis ne sont pas généralisés. Ce que nous sommes tombés d'accord, surtout le rendez-vous du mercredi pour des discussions sérieuses de la convention collective d'hydrocarbures et le pétrole. Cette convention va nous permettre de mieux travailler, que chaque partie, le patronat, les travailleurs, l'État du Sénégal, prendront chacun sa responsabilité. Sur ce, après concertation des délégués, des conducteurs, nous avons donné
comme quoi le mot d'ordre est élevé à partir de maintenant et que les discussions vont continuer, la réunion du mercredi sera un départ pour la convention collective. Et parlons de la représentativité des jeunes dans les instances de décision. L'État veut en faire une réalité dans sa politique de jeunesse, mais certains Sénégalais attendent de ces jeunes une parfaite représentation au cas échéant. Illustration dans ce reportage de Ngor Diouf. L'implication des jeunes dans les instances de décision et instances électives a été l'une des annonces du Conseil présidentiel. Personne n'est venu parler au nom des jeunes. Ils sont venus eux-mêmes donner leur vision de ce qui doit être fait pour eux. Samba Diop se réjouit de la politique des quotas envisagés. Une fois ces jeunes portés à des postes de responsabilité, ils doivent être tous des vrais représentants du peuple. Le Sénégalais, s'il est bien placé, il oublie immédiatement les autres, ce qui n'est pas du tout normal. Nos politiques sont tous comme ça. Il faut qu'ils soient des vrais patriotes. Ousmane Loum, étudiant en première année d'entreprise dans un institut, de son côté pense qu'il faut donner à chaque jeune une opportunité. Cette jeunesse-là est engagée et j'en suis sûr, nous pouvons les donner des postes là-bas comme dans les conseils d'administration et dans les autres entreprises. Comme par exemple les conseils d'administration à l'Assemblée nationale ou donc les collectivités territoriales. Je me dis que pourquoi pas on donne là-bas des postes à la jeunesse. L'inclusion de la jeunesse dans les instances de décision va insuffler du sang neuf pour certains. Les jeunes Sénégalais, particulièrement, ils ont actuellement développé cet esprit de panafricanisme et de sénégalisme, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils aiment, ils ont cette volonté de travailler pour leur pays. Les anciens aussi ont leur rôle à jouer, c'est-à-dire ils jouent le rôle de guide. C'est-à-dire que dans les pays développés, à chaque fois, on a des anciens qui jouent le rôle de guide. Mais bon, ces guides-là, souvent, sont un peu emportés par comment on appelle ça, l'enrichissement et tout ça. Et on a des esprits qui sont là, c'est-à-dire des conseillers qui peuvent accompagner ces jeunes-là. Et avec ça, on peut toucher le développement. Les reformulations, les réarticulations. Jeudi, le président du Conseil national de la jeunesse a révélé un faible taux de 2% de représentativité de la jeunesse dans les instances. Une situation alarmante que les autorités doivent faire évoluer dans le bon sens. Ngor Diouf, l'ADER et le PUMA ont signé une convention pour le financement des jeunes et des femmes dans des zones frontalières. Une enveloppe de 1,3 milliard de francs CFA est dégagée pour ces financements. Le compte-rendu de Pape Maïdiao et Moussa Fall. Merci beaucoup. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, les jeunes et les femmes des zones frontalières vont désormais bénéficier des financements. C'est l'objet de la signature d'une convention entre l'ADER et le PUMA. Selon la délégation à l'entrepreneuriat rapide, une enveloppe de 1,3 milliard de francs CFA est dégagée pour ces financements. Ce partenariat stratégique vise à identifier des besoins d'accompagnement en termes de création d'emplois pour les femmes et les jeunes dans les zones frontalières de notre pays et qui évoluent dans les principales filières de l'artisanat, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, mais aussi des services. Cette ligne de financement qui sera mise en place pour l'octroi de crédits aux bénéficiaires qui seront identifiés conjointement entre les services du PUMA et de la DRFJ permettre d'octroyer aux bénéficiaires dans ces zones une ligne de financement globale avoisinant les 1,3 milliard de francs CFA. Pour mener à bien la mission, le coordonnateur national du PUMA soutient que les bénéficiaires seront accompagnés par des formations. La coordination, le partage d'informations, la proposition d'une palette de réponses par nos deux structures sont aussi autant d'atouts pour une prise en charge efficace des porteurs de projets et l'octroi de toutes les clés pour réussir leur vie.
Ils sont pleins de talent, à nous de leur donner ce coup de pouce qui les fera réussir. Nos services s'attelleront à dérouler des formations et des renforcements de capacités sur l'éducation financière au profit des demandeurs de crédit. L'ADER ainsi que le PIMA invitent les bénéficiaires au remboursement des lignes de crédit pour permettre à d'autres jeunes demandeurs de pouvoir en bénéficier. Autre chose, la loi criminalisant le viol est dissuasive. Depuis son vote à l'Assemblée nationale en décembre 2019, les cas de viol ont relativement baissé. C'est le constat des services du ministère de la Justice qui ont initié ce samedi un atelier de sensibilisation sur cette loi. Même s'il ne s'agit pas d'une évaluation exhaustive, les agents du ministère de la Justice sont convaincus de la causalité. Écoutons à ce propos la secrétaire générale du ministère de la Justice, Madame Aïcha Gassama, qui répond à Babacar Fall. Il est prématuré de faire une évaluation objective de cette loi parce que c'est une loi qui a été votée il y a juste une année. Néanmoins, nous, au niveau du ministère, on a déjà commencé le travail de collecte de statistiques qui nous permettent de dire que les actes de viol et de pédophilie continuent à être commis, mais on a noté quand même une certaine diminution. Et les cas de viol commis avec violence ont également diminué. On peut considérer que cette loi a eu un impact, un effet assez dissuasif sur les auteurs de viol, mais on considère qu'il nous faut au moins une année ou deux pour faire une évaluation objective de cette loi. L'atelier d'aujourd'hui, c'est pour procéder à la vulgarisation et à la sensibilisation des populations. La loi a été votée depuis une année et on dit souvent nul n'est censé ignorer la loi. Mais les populations, on se rend compte que ne connaissent pas le contenu de la loi. Les victimes d'agressions sexuelles ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire lorsqu'il y a eu atteinte. Il y a eu atteinte à leur intégrité physique. Les auteurs aussi de ces viols-là doivent savoir ce qui les attend. Parce que maintenant, le viol est criminalisé et les peines peuvent aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Il faut qu'ils sachent ce qui les attend lorsqu'ils commettent ces faits-là. Donc, il est important que les populations s'approprient ces lois et les relais locaux aussi fassent ce travail de sensibilisation auprès de toute la population. On a eu aujourd'hui les imams des quartiers, les Badjenoukor. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, il faut aller, le prochain défi, c'est la sensibilisation. Le mois de Ramadan, au mois pendant lequel les fidèles musulmans multiplient les bonnes actions. À Dakar, les bénévoles qui distribuent gratuitement le ndogo ont fini d'occuper toutes les rues de la capitale pour permettre aux retardataires de couper le jeûne. Des dates, du pain, du café, en veux-tu, en voilà, dans ce reportage signé Omar Khan et Moussa Fall. Ils sont visibles un peu partout dans les rues de Dakar depuis le début du mois de Ramadan. Leur calebasse à la main pour demander un soutien aux passants, comme ici à Grand Dakar. Une aide financière qui vient s'ajouter à la cotisation annuelle des membres de ce daïra, nous dit ce Baïfal. Les gens participent bien. Au préalable, chacun de nous a cotisé dans la caisse du daïra. À côté de ça, il arrive très souvent qu'un membre du daïra ramène du pain, du beurre ou autre chose. Dans cette quête que nous faisons, c'est juste pour nous renforcer. Ce daïra Baïfal a installé ses quartiers ici à Grand Dakar. C'est ici qu'il distribue des ndogou tous les jours, des dattes, du pain et du café. Je prépare le café pour les fidèles musulmans. Le mois de Ramadan est un mois de grâce. C'est pourquoi on en profite pour multiplier les bonnes actions. Nous ne sommes pas les premiers à le faire et nous ne serons pas les derniers. Chaque jour, nous préparons 2 kilos de café Touba. Il y a du café, du pain et des dattes. Des ndogou pour les voisins et les passants qui n'ont pas pu regagner leur domicile avant l'heure de la rupture du jeûne. Le ndogu, c'est pour tout le monde.
Toute personne qui vient ici à l'heure du Ndogo pourra en bénéficier. En général, ce sont les habitants du quartier qui viennent le plus souvent ici, les chauffeurs de taxi ainsi que les passants. À 5 minutes de la rupture, les distributions ont déjà commencé. Une solidarité généralisée qui ne va certainement pas faire l'affaire des vendeurs de café et sandwichs dans les rues de Dakar. Notre culture à présent, la salle de conférence Amadi Alidjan de Harmattan a abrité ce samedi la cérémonie de présentation dédicace du livre L'enseignement arabo-islamique au Sénégal, le Dara de Koki, écrit en arabe et en français. Cet ouvrage du docteur Jim Dramé est un hommage à l'illustre fondateur de cette école qui a formé des dizaines de milliers de citoyens du Sénégal et d'ailleurs. Le compte-rendu de Abou Tedisso et Moussa Fall. Ce travail porte sur l'école de Koki. D'abord, il est sorti en français pour les francophones et en arabe pour les arabophones. Et on a voulu mettre en exergue la mission de nos marabouts enseignants sénégalais qui ont beaucoup contribué à l'enseignement, à l'éducation, à la formation et à la socialisation des Sénégalais. Car l'école islamique, le Dara traditionnel, enseigne, éduque, forme et socialise. Et j'ai pris l'école de Koki comme modèle et comme référence. Mais il y en a beaucoup. Du Fouta Toro jusqu'en Gambie, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de centres d'enseignement islamique qui méritent vraiment une étude scientifique pour montrer ce que tel ou tel marabout a fait pour éduquer les Sénégalais. Le meilleur moyen de combattre l'intolérance, le terrorisme, le fondamentalisme, c'est de soutenir, d'accompagner les Dara. Des propos de l'auteur recueillis donc par Abou Tedisso. Reparlons de l'affaire des faux médicaments. Le juge du 8e cabinet du tribunal de Dakar a placé sous mandat de dépôt avant-hier les 2 pharmaciens et les Chinois impliqués dans cette affaire. Justement, cette affaire est gravissime. Selon le directeur de publication de Walf Quotidien, Seyni Diop, pour lui, les responsabilités doivent être situées parce que la santé publique est véritablement menacée. Et vous l'avez compris, il s'agit de votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine. Plus de détails avec El Hadj Malik Cissé et Moussa Fall. C'est un directeur de publication très en colère qui a pris sa plume pour, dit-il, lancer un cri de détresse contre les trafiquants de faux médicaments. Le sort des personnes impliquées dans cette affaire a été scellé ce 22 avril par le juge du 8e cabinet. Les 2 pharmaciens et les Chinois ont été placés sous mandat de dépôt. C'est un cri de cœur, c'est un cri de cœur d'un Sénégalais par rapport à ce qui se passe dans le pays sur cette affaire de faux médicaments. C'est extrêmement grave parce que des gens, pour de l'argent, sont en train de jouer avec la vie des Sénégalais. Et ça, c'est inadmissible. La vie des Sénégalais n'a pas de prix. Pour rien au monde, on doit accepter que des gens, pour se faire de l'argent, acceptent de nous servir de médicaments faux ou bien des médicaments qui ne sont pas encore autorisés sur le territoire sénégalais. Donc c'est ce que nous avons dénoncé dans cet article-là, en évoquant notamment et plus précisément les défaillances des autorités publiques qui ont manqué de vigilance. C'est vrai qu'on a salué le travail de la section urbaine, mais au niveau du contrôle, il y a d'autres défaillances qu'on a relevées. Et ces défaillances font que beaucoup de Sénégalais accèdent à ces médicaments qui ne sont pas licites. Et ça, malheureusement, ça crée des pertes en vie humaine au Sénégal. Lorsque l'article est sorti, il y a un vieux lecteur de Walf Quotidien qui nous a saisi par téléphone pour nous féliciter sur ça et nous dire qu'il a perdu un être cher
à cause de cette histoire de faux médicaments. Parce qu'il a acheté un médicament accessible, ça lui a créé une crise. Et voilà quoi, c'est comme ça qu'il a perdu ce parent. Une affaire qui menace la santé publique. Des sanctions dissuasives sont à encourager afin de mettre un terme à ce fléau. L'histoire de ces faux médicaments ne date pas d'aujourd'hui. C'est une filière que les gens connaissent. Les gens savent où se font les approvisionnements, quelle est la ville ou qui est le bastion de ces faux médicaments-là. Mais depuis quelques années, ils peinent à saisir. Ils ne sévissent pas comme ils devaient le faire. Et là, le fléau continue de faire des ravages dans le pays. Chaque année, on nous parle d'un scandale, on a intercepté tant de tonnes de faux médicaments, et ça ne finit nulle part, il n'y a pas de sanctions. Et dans un pays sérieux, c'est ce que je dis dans l'article, le Sénégal se veut un pays sérieux, mais manque de sérieux. Dans un pays sérieux, si on prend des gens pour trafic de faux médicaments, vraiment sur la santé des Sénégalais, pour de faux médicaments, ces gens sont emprisonnés. Mais on se rend compte que chaque année, l'affaire vient, on en parle quelques jours, et puis basta, on oublie. Alors qu'il s'agit de la vie des Sénégalais. On ne doit pas jouer avec la vie des Sénégalais. Finalement, si on ne sanctionne pas dans ce pays-là, le Sénégal risque de glisser dans ce que beaucoup de gens appellent la société de connivence. Où voilà quoi, les gens trouvent des solutions à tout et voilà quoi, les mauvaises pratiques continuent. Ce sujet ne semble pas intéresser l'opposition, se désole Seyni Diop. Un silence qui intrigue mon confrère de Walf Quotidien. Ça nous a beaucoup intrigué pour une question de santé publique, une question nationale qui concerne la santé de tous les Sénégalais. On a été vraiment malheureux de constater qu'il n'y avait pas... L'opposition n'a pas pris ce problème à bras le corps. C'est un problème de santé publique qui intéresse les Sénégalais et beaucoup aimeraient au moins entendre les leaders de l'opposition qui sollicitent souvent le suffrage sur cette question d'intérêt national, sur cette question qui menace la crédibilité du Sénégal, parce que l'image du Sénégal est écornée sur le plan international. On est un pays où il est possible de vendre et de prendre de faux médicaments. Les ambassades qui sont installées au Sénégal sont alertées par ça. C'est des pratiques que les gens doivent tout faire pour dénoncer. Et pour ça, tous les leaders de l'opposition qui se sont signalés quand il y a eu cette malheureuse affaire de viol présumé, qui se sont tous prononcés, auraient dû se prononcer sur cette affaire nationale, parce qu'il y a plusieurs Sénégalais qui meurent silencieusement à cause de ce fléau néfaste. Les responsabilités semblent partagées, mais la douane, quant à elle, se dédouane et se défausse sur la DPM, direction de la pharmacie et du médicament. Il a été malheureux de constater que ces deux entités de l'État, des deux membres de l'État se renvoient la balle. Chacun dit j'avais alerté, j'avais dit ceci, j'avais dit cela. Et malheureusement, ce qu'on a entendu, c'est que voilà, une autorité concernée dit que oui, le mis en cause doit présenter ses excuses à la nation sénégalaise. Et moi, je pense que c'est eux même qui devraient présenter leurs excuses au Sénégal. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, réagissant sur cette brûlante actualité, a fait savoir que le dossier sera tiré au clair et l'État prendra toutes ses responsabilités et en tirera toutes les conséquences. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais restez informés sur www.emedia.sn à 22h30. Retrouvez Iftar avec Boubacar Diallo, Imam Birampouy et tous ses chroniqueurs. Bonne soirée. Au revoir.